Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un sujet qui est important, mais permettez-moi d'avoir une introduction un peu singulière sur la médecine intégrative d'abord. Peut-être une des questions qu'on se pose depuis hier et depuis d'autres moments également, c'est la complexité et le décodage des mots. On a parfois tendance à ne pas parler de la même chose, et c'est sans doute une priorité majeure. Alors même si on a eu des explications sur les différentes catégories, je ne reviens pas là-dessus, même s'il y a des catégories qui sont présentées autrement par nos collègues anglo-saxons, je ne vais pas rentrer sur les détails, et la dénomination des institutions internationales, notamment nord-américaines, qui sont passées de complémentaires alternatifs à intégratifs, vous voyez qu'on a là aussi un changement de période. Et puis en France, on a des personnes qui écrivent aussi sur comment on soigne au pluriel, ce qui est sans doute quelque chose d'intéressant aussi quand on rentre un petit peu dans l'anthropologie. Alors, est-ce que finalement, ce dont on parle aujourd'hui, on va parler aujourd'hui, c'est que est-ce que nos pratiques sont comblées, les lacunes que l'on a dans nos pratiques, quand on regarde notre main, sont comblées par les thérapies complémentaires? Est-ce que c'est pas là qu'on va essayer de retrouver quelque chose qui est important? Alors, nos collègues suisses connaissent ce document, les médecines complémentaires, dépasser les clivages. J'aimais bien ce titre du bouquin de Bertrand Grasse. Eh bien, on a 3 systèmes qui sont possibles. On est en France quand même dans certains éléments un peu dans l'ambiguïté. Un niveau de tolérance, vous savez très bien qu'on tolère un certain nombre de pratiques dans le monde médical et de soins, ou dans la société civile, ou alors on a inclus. On a commencé à avoir une inclusion, mais ce n'est pas tout à fait l'intégration. Et l'intégration, c'est autre chose. Et l'intégration, on peut la présenter aussi comme étant une vision différente de l'evidence-based medicine. Moi, je la présenterais comme evidence-based practice ou practice-based evidence. On peut le voir des deux côtés, qui est sans doute peut-être quelque chose d'un peu plus constructif. Il y a donc un changement de paradigme et on est passé d'une approche centrée sur la maladie selon la biomédecine à une approche qui est centrée sur les valeurs et la participation du malade, qui est quand même quelque chose de nouveau. Alors, j'enfonce un peu des portes ouvertes, on en a déjà parlé, mais je crois que c'est très important parce que si on s'arrête aux techniques des thérapies complémentaires ou ENM, peu importe le mot qu'on utilise, on va rester bloqué pendant longtemps. Alors pourquoi la médecine intégrative? Est-ce que c'est un élan de modernité? Donc on fait très moderne parce qu'on s'intéresse à ce sujet. On peut le voir sous cet angle-là, mais il y a surtout des changements qui sont des réponses à des changements qui sont attendus. D'abord parce qu'il y a une complexité des soins qui est devenue particulièrement importante et pour laquelle il n'y a pas une réponse universelle. La sécurité et l'efficacité, c'est une réponse que toutes les thérapies doivent apporter. Et puis tenir compte du mode de vie qui, eux, sont évolutifs. Donc la médecine intégrative a tout à fait sa place ici. Donc un collège a été créé universitaire de médecine intégrative et complémentaire simplement pour rassembler les personnes qui s'intéressent et qui viennent du monde universitaire et qui font de l'enseignement dans ce sens pour essayer de défendre de manière un peu plurielle cette approche particulière. Alors on a un certain nombre d'objectifs, je vais vous les montrer. Il y a 4 missions fondamentales qui ont été définies, je vais les décliner maintenant rapidement. La première, c'est promouvoir et encadrer les enseignements et les formations universitaires pour permettre justement cette approche personnalisée. Dans cette approche-là, eh bien, on rentre dans la réflexion de l'enseignement qui a été proposé par l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez que les enseignements en médecine traditionnelle représentent, au niveau universitaire, représentent une part qui n'est quand même pas particulièrement importante. Donc il y a un développement à avoir. Et donc l'université doit se positionner. C'est une nécessité, c'est absolument nécessaire. Parce que le pluralisme, c'est devenu comme une approche essentielle. On ne peut pas rester cloisonné dans les disciplines médicales, il faut absolument qu'il y ait cette transversalité importante. Donc il y a 3 questions essentielles préalables à l'introduction en milieu universitaire. D'abord, preuve scientifique, celle que l'on recherche tous actuellement. Est-ce qu'elle est évidente? Est-ce qu'il y a une nocivité? Est-ce qu'il y a une preuve de l'utilisation courante ou rationnelle? Ça ne sert à rien d'introduire une thérapie s'il n'y a pas d'utilisation rationnelle et sécuritaire pour les patients. Ça ne sert à rien de l'enseigner. Et puis, y a-t-il un potentiel de traiter des situations sans ressources thérapeutiques conventionnelles? On n'entre pas dans l'alternative ici, mais on rentre justement dans les espaces de la main que je vous ai montrés avant. Alors, ce changement de paradigme est fondamental, c'est la nécessité d'un changement de l'enseignement de la médecine. Or, on sait que les études de médecine courent souvent après les innovations, même si on parlait de technique juste avant,
qui rattachent parfois la médecine davantage à l'ingénierie de la santé plutôt qu'à l'intelligence de la vie et à l'existence. Et donc là, il y a quelque chose qui est important de se positionner dans ce sens-là. Il ne s'agit pas non plus de partir dans des dérives psychologiques, mais de tenir compte d'autres choses. Il y a des champs de la médecine qui sont concernés, vous en avez entendu parler, vous le savez aussi bien que moi, les maladies chroniques en premier lieu, etc. Mais là, on est dans le transversal en permanence. Et donc là, il est important que des universitaires et des responsables d'enseignement s'intéressent justement pas au travers uniquement de leur discipline, mais au travers de quelque chose pour lequel ils peuvent contribuer de manière importante à l'enseignement. Alors, il y a pas mal de travaux, je vous citer quelques exemples. Un premier, c'est un travail qui a été présenté et qui est de l'université de Heidelberg en Allemagne. Vous voyez que 69% des étudiants sont intéressés par le sujet. Par contre, 27% ont acquis une expérience, mais il n'y a pas de programme, il n'y a pas de textbook, il n'y a pas d'élément fédérateur qui permet justement de travailler sur le sujet. Donc, même si c'est devenu obligatoire, il y a quelque chose qui manque actuellement. Autre travail qui montre que quand on interroge sur la médecine intégrative les étudiants, la faculté ou l'ensemble, vous voyez que quand on regarde les réponses positives, eh bien, il y a un intérêt manifeste. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui sont illisibles, ou lorsque on veut regarder l'enseignement autour des thérapies complémentaires, eh bien, on voit aussi qu'il y a un intérêt qui existe, qui est important. Donc, un collège par rapport à l'enseignement est parfaitement justifié. La littérature est multiple dans ce domaine, importante, avec des expériences diverses, très balkanisées aussi selon les pays, etc. Là, vous voyez, par exemple, dans un travail qui a été présenté sur la médecine intégrative en Australie, et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans une étude pilote, l'impact sur la sécurité des patients et le management est tout à fait positif. Et donc, il y a quelque chose qui est rentable sur le plan universitaire. Il faut travailler les arguments pour défendre justement cette approche-là. Il ne s'agit pas de venir simplement par rapport à la sympathie ou l'intérêt qu'on peut avoir, il faut trouver les éléments positifs. Le rôle d'un collège, donc, dans l'élaboration de recommandations pour les disciplines académiques est important parce qu'il y aura l'accréditation et la certification des praticiens qui vont intégrer ce type d'approche. Donc c'est important de ne pas avoir n'importe qui dans ce domaine. Et surtout la concertation pédagogique entre les différentes catégories d'enseignants, parce que là, si on veut faire de l'intégratif, il va falloir trouver la solution d'approche. Et puis, il y a une sensibilité culturelle qui est innovante. On est quand même dans un monde qui évolue beaucoup, et l'interculturalité est fondamentale. Parce qu'on est dans un monde qui est très cosmopolite, permet de créer parfois un autre mode de pensée, création aussi d'autres pratiques, d'intégrer certaines pratiques. Je ne parlerai pas de la médecine chinoise, mais il y en a d'autres. Balance entre l'humain et son environnement, je l'ai déjà évoqué, et puis une manière d'organiser autrement les soins que par la hiérarchie classique que l'on peut avoir. Donc tenir compte de l'interculturel, c'est sans doute assez intéressant. Vous voyez, certains ont donné quelques clés sur l'enseignement des thérapies complémentaires au INM. Des compétences fondamentales, des contenus spécifiques avec, bien sûr, des éléments de validité qu'on entend toujours, qui sont clairs, un travail qui est intéressant, et puis donner aussi des outils et des outils de tri de l'information, c'est-à-dire comment trouver l'essentiel et trouver les éléments qui ont les sources documentaires qui sont cohérentes de manière importante. On n'est pas dans un processus de séduction, dans un processus universitaire de développement. Le deuxième objectif du collège, c'est de promouvoir la recherche et l'innovation en termes de soins de prévention dans les médecines et dans les médecines intégratives et les thérapies complémentaires. Vous savez aussi, comme moi, que dans la stratégie de l'OMS, il a bien été montré qu'il y a un manque de données sur la recherche, qui est l'élément criant le plus important. Et puis il y a un manque de filières d'études, de formation aussi. Mais là, pour la recherche, vous voyez qu'on était dans une certaine paupérisation manifeste. Eh bien, la recherche, c'est le moteur, justement, de la médecine intégrative, avec un niveau de preuve. Et là aussi, on l'a entendu déjà hier, il y a des méthodologies qui existent, il faut les appliquer, il ne faut pas en avoir peur, mais par contre, il faut s'y plier. La recherche est le pilier central de la place dans l'université. Alors, il y a 3 composantes à prendre en compte pour analyser le service rendu, vous le savez aussi bien que moi, intégratif et complémentarité, il faut le voir comme une seule médecine. Si vous faites 2 médecines qui sont l'une à côté de l'autre, juste à poser, ça ne passera pas. C'est une seule médecine.
Le rôle d'une composante spécifique et non spécifique, c'est intéressant parce que chacun va essayer de démontrer quel est son mécanisme physiopathologique le plus spécifique. Pas forcément intéressant pour l'évolution. Il y a beaucoup de spécialités extrêmement dures actuellement de la médecine conventionnelle pour lesquelles il n'y a pas d'explication. Donc la composante spécifique, on peut peut-être parfois la voir autrement. Et puis tenir compte de la complexité des évaluations. Donc c'est une autre approche pour laquelle il faut se former. Je vous rappelle, là je reviens sur la présentation qu'avait fait Bertrand Grasse, que les approches complémentaires il y a quelques années, il y a 20 ans, vous voyez par exemple, c'était complètement à part par rapport à la médecine conventionnelle. Et les prestations validées, il y en avait quelques-unes bien sûr, mais il y avait aussi des zones d'ombre dans la médecine conventionnelle. Aujourd'hui, on a augmentation de la médecine conventionnelle, c'est sûr, approche complémentaire aussi, mais il y a surtout des zones de chevauchement qui sont intéressantes. C'est là qu'on va travailler de manière beaucoup plus intéressante avec ce qu'on appelle les prestations intégrées, la médecine intégrative, c'est ça. C'est entre les deux. Alors, en vous rappelant aussi qu'il y a une certaine humilité sur le monde scientifique, et là je vais citer notre prix Nobel de chimie, Jean-Marie Laine, ce n'est pas parce qu'il est près de chez moi, mais parce que la parole scientifique n'est pas toujours aussi blanche ni noire. On est dans le gris très souvent, et on aimerait bien avoir des certitudes. Et là, il faut une certaine humilité sur le plan scientifique aussi, et le faire admettre par nos collègues un peu partout. Alors la méthodologie, c'est vrai, les méthodologies ont beaucoup évolué, je ne vais pas rentrer dans les détails de la recherche, mais quand on voit par exemple les travaux initiaux de Sackett, etc., qui montrent que la médecine intégrative doit tenir compte de la valeur et des patients, ce qu'on a souvent un peu oublié, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans l'evidence-based et on a oublié le dernier mot, practice. Et ça, c'est une notion qui est fondamentale. Donc il faut tenir compte de ces 3 éléments importants qui sont quand même les bases. La valeur des patients, la recherche clinique, les données cliniques, et on va retrouver la partie que vous connaissez tous parfaitement bien. Donc, une recherche orientée vers le patient et vers les résultats vers le patient. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de travaux qui le font, qui définissent le format, qui définissent la validité à travers un certain nombre d'éléments qui sont assez bien connus. L'évolution de la médecine, c'est apprendre à vivre avec sa maladie. On a dépassé le XXe siècle, on était dans la médecine triomphante, la guérison, c'était l'objectif important. Au XXIe siècle, on a la maladie chronique et le handicap et la qualité de la vie, dont on devrait parler un peu plus aussi. Et donc on est maintenant dans ce qu'on appelle de manière très, très triomphante aussi, la médecine prédictive, la médecine 4P, préventive, prédictive, personnalisée, pluridisciplinaire. De la médecine empirique à la médecine personnalisée, on est en plein dedans. C'est-à-dire que la médecine empirique, c'est j'ai essayé, ça marche, et on entend encore ça avec le langage actuellement en médecine. La médecine basée sur les preuves, c'est la deuxième étape qui existe toujours, c'est les essais thérapeutiques, etc. Mais la médecine personnalisée, c'est une médecine individualisée qui est fondée sur la complexité. Et c'est là que la position de la médecine intégrative et qu'un collège peut intervenir largement dans cette approche pluriprofessionnelle. Grégory Nignon nous a proposé un petit schéma qui est assez sympa, je trouve. Il nous montre gros les traitements biomédicaux qu'on a actuellement, les interventions non médicamenteuses, mais aussi les ajustements qui peuvent être culturels ou environnementaux. Et je trouve que c'est ça, la médecine intégrative. C'est une médecine qui est assez globale. Alors, la taille des différents ronds peut changer selon l'ampleur que l'on peut lui donner, mais peu importe. C'est ça le principe qu'il faut retenir. Alors, les enjeux sont importants. Vous avez juste à côté un grand centre de recherche en génétique, mais le maintien de l'homéostasie, support essentiel de la prévention, c'est aussi déjà quelque chose dans la médecine intégrative, avec les 5 paramètres fondamentaux de l'homéostasie. Le pluralisme du CUMIC, donc du collège, c'est de partir de choses qui sont parfois simples, mais pouvoir essayer d'avoir des collaborations qui pourraient aller jusqu'à rechercher et travailler sur l'épigénétique, qui est quand même une approche intéressante en termes d'impact des... Alors c'est vrai que les champs d'action sont complexes en termes de recherche et en termes de développement. Je ne rentre pas dans les détails par rapport aux tests de validité. Si on regarde ici les tests dans l'usage, on a un certain nombre de choses qui sont tout à fait possibles, mais qui vont de la santé publique jusqu'à des éléments personnalisés ou autres. Et les implications, vous me ferez grâce de ne pas rentrer dans la description complète de cet algorithme de l'Evidence House. Troisième impact, c'est partager les expériences de ressources méthodologiques en fédérant les activités existantes dans un même champ. Les professionnels de santé, je pense qu'il est important de voir qu'ils sont tous concernés. Et dans cette approche-là, on a entendu parler, c'est vrai que
l'homéopathie chez le vétérinaire, etc., ou l'effet placebo chez les animaux, etc. Donc ces différents éléments. Mais l'interdisciplinarité, c'est extrêmement extrêmement importante, mais difficile à évaluer. Et donc là aussi, il y a une place qui est peut-être à développer. Vous voyez le nombre de colloques qu'il y a et de symposiums, j'en ai pris quelques-uns comme ça au passage dans différents pays. Sur la médecine intégrative, le mot est quand même maintenant lancé. C'est la médecine de demain, la médecine intégrative. C'est quelque chose qui est vraiment porteur, plus que d'autres approches qui sont parfois trop sectaires par rapport à une activité spécifique. Vous voyez par exemple là, dans une conférence débat, sans faire de publicité, eh bien, le sous-titre c'est « La médecine de demain devra-t-elle être intégrative ?» C'est intéressant d'avoir quand même cette approche-là, de manière tout à fait simple, dans un débat qui est important. L'OMS aussi, je reviens à l'OMS parce qu'on l'a un petit peu critiqué, mais je pense que c'est quand même intéressant de savoir que dans la stratégie de l'OMS, il y a la notion d'intégration des produits et des pratiques. C'est quand même un élément fondamental de l'approche collaborative. Mais l'inconvénient, c'est que dans ce rapport de l'OMS, la place de la France est inexistante. On parle de tout le monde, sauf de nous. Alors on a une chance, Grégory l'a évoqué hier, c'est que la stratégie nationale de santé donne une piste importante pour soutenir le développement et l'évaluation des interventions non médicamenteuses. Et là, je pense que le collège peut intervenir largement aussi avec son pluralisme, en favorisant tout ce qui peut se développer par rapport à l'autonomie et dans l'accompagnement des personnes âgées et du handicap. Vous voyez que le schéma est vraiment tout à fait actualisable. Merci Grégory, il est de bonne alloi. Hein, je n'ai pas oublié de te mentionner. Alors, 3 rappels dans le processus de décision en médecine, hein, la meilleure preuve scientifique, donc je ne vous refais pas un dessin, l'expérience clinique et les préférences des patients, c'est aussi important, mais pas forcément inverser les choses, mais en tenir compte. Or, souvent, les préférences des patients sont un peu oubliées du monde soignant. Rappelez aussi une chose qu'on parle d'efficacité. Moi, l'efficacité, je la connais pour le médicament expérimental. L'efficacité ne garantit en aucun cas, à aucun moment, l'efficience et inversement. Il faut parler d'efficience et d'utilité plutôt que d'efficacité. La médecine intégrative, c'est un équilibre qui va se passer entre les deux positions, entre efficacité, efficience et utilité. Et s'il n'y a pas d'évolution vers le système intégré, en prenant compte de toutes les dimensions entre efficacité et efficacité, il y aura de plus en plus un système qui va rester technique, même si la caméra de ce soir marche fonctionnement, mais ça ne suffira pas à développer l'efficacité sur le plan clinique. Alors vous voyez, quand on parle d'intégratif de soins, on a un arc qui devient important, qui peut être systémique, organisationnel, professionnel, clinique, etc. Donc ça devient assez détaillé. Hein. Mais l'intégration, c'est quelque chose qui est très intellectuel encore pour l'instant, mais paraît extrêmement novateur. Mais c'est l'intégration dans le parcours de santé qu'il faut le voir avec les différentes étapes. Alors, il y a, vous voyez, pas mal de collaborations, les clés du succès de la médecine intégrative, nos collègues suisses l'ont fait. Il y a d'autres exemples, la médecine chinoise, enfin, Alain en parlera tout à l'heure. La médecine chinoise, c'est un bel exemple d'intégration. Et puis, il y a un congrès qui est régulier, qui est à Berlin. Le dernier, en 2017, montre bien que c'est un sujet qui est fondamental. Et d'autres sujets sont travaillés aussi largement. Je ne rentre pas dans ces détails. Et puis, ce que l'on présentera tout à l'heure, en fin de matinée, c'est l'engagement de Berlin pour la déclinaison française d'une médecine intégrative. Et ça, c'est important, je vous convie largement à 12h30. 4e étape du CUMIC, c'est la mise en place d'un observatoire des pratiques et des événements indésirables. L'éthique, on en a parlé hier, c'est fondamental également. Tenir compte de l'éthique qui est parfois oubliée dans les soins conventionnels et qu'il faut intégrer par rapport à l'approche de la médecine intégrative. J'aime bien Gandhi, je pense que vous aussi peut-être, mais la règle d'or qu'il a édictée, c'est quand même la tolérance mutuelle. Il ne s'agit pas d'une naïveté, mais parce qu'on ne pensons pas tous la même chose. Et nous ne verrons pas tous le ciel ou l'avenir de la même manière. Et la vérité va dépendre aussi des angles sous lesquels on la regarde. Et donc, pour être tolérant, il faut connaître. Et peut-être un des objectifs les plus importants, peut-être du collège, c'est de faire connaître un certain nombre d'éléments avec les bases, bien sûr, de vérité et de sécurité.
Anticipons peut-être sur l'avenir par rapport à la médecine intégrative. On peut anticiper, certains l'ont fait, oui, on a parlé du centre d'analyse stratégique en 2012, qui est un impact important, j'y reviens parce que c'était quand même un des éléments fondateurs en France de cette approche intégrative importante. L'Académie de médecine en 2013 aussi avec son sujet, et puis la conférence des doyens en 2019 qui en parle largement et qui a abordé ce sujet de manière très ouverte et qui va continuer à travailler sur ce sujet. Alors, pour défendre toutes ces valeurs, je crois qu'il est important d'avoir un support, et il y en a plusieurs en France, mais le collège universitaire a une place particulière. Il a une approche scientifique, humaniste aussi, parce que je crois que c'est important que la médecine ne s'en détache pas, pour promouvoir l'efficacité, la sécurité et surtout l'équité des soins, parce que là aussi, ça va être un enjeu fondamental. Alors, la réforme doit être importante et doit être en profondeur par rapport à l'enseignement. Et l'université doit vraiment se remettre en question par rapport à la nature de son message. C'est vrai, pour ne pas accepter sans preuve et pour ne pas condamner sans savoir, c'est sans doute une devise que l'on devrait s'accorder en permanence. Alors je vais faire un petit clin d'œil par ailleurs aussi, mais la médecine intégrative, bien sûr, l'accumulation des preuves scientifiques et d'efficience, et puis je citerai Didier Sicard, que j'aime beaucoup dans son approche. La médecine complémentaire fait appel à la coexistence dynamique et intégrative sans syncrétisme, c'est-à-dire il n'y a pas d'éléments incompréhensibles, en tout cas, et d'éléments sectaires. Et puis un dernier point, parce que je viens du Grand Est, si vous regardez que travailler ensemble systématiquement, c'est vrai que c'est de la médecine intégrative, et donc le cap à l'Est, rappelez-vous, c'est par là que vient la lumière le matin. Merci à vous.